Bonjour chers amis de e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique. Bienvenue dans votre émission Parlons Tourisme. Aujourd'hui, mon doyen Père Kopa a un empêchement au dernier moment. Donc je vais devoir faire l'émission avec mon invité, M. Malik Sabali, que je salue. Bonjour M. Malik. Bonjour Ablaï. Bienvenue dans l'émission Parlons Tourisme. Merci, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis venu partager ce moment pour parler de notre cher secteur, le tourisme. Okay. Donc, M. Malik, comme on a l'habitude de faire avant de démarrer l'émission, on va vous faire goûter nos jus locaux qui sont là. Aujourd'hui, on a un jus de bouillie. On va goûter et voir d'abord. Merci. Allez, santé. C'est très bon. Hein? Qu'est-ce que vous sentez? C'est très bon. Très bon, très bon. C'est du jus de bouillie ou? C'est du jus de bouillie. Donc, qui est de chez nous, quoi. Quelques petites parfums locales, des fois ça se fait ici et c'est très bon. C'est très bien fait. Une valeur ajoutée qui vient accompagner le secteur du tourisme, qu'est-ce que vous en pensez du moins? D'ailleurs, moi très sincèrement, quand je suis avec des clients en excursion, des restaurants dans lesquels on a l'habitude de manger, très souvent, mes clients ont l'habitude de commander ces jus locaux-là, que ce soit le jus de bouillie, qui est fait avec le pain de change, qu'on appelle communément chez nous bouillie, ou bien le jus de bissap, ce jus rouge-là, qui est fait avec les feuilles de l'oseille rouge, l'hibiscus, qui est aussi très bien. Et les clients ont l'habitude d'apprécier. Okay, donc, positivement. Monsieur Malik, avant de venir, on a un thème qui nous réunit aujourd'hui qui s'appelle les startups du secteur touristique, mais aussi souvent appelé agence de voyage virtuel. Donc, comme on peut dire, une agence de voyage virtuel est une entreprise qui est composée, qui compose, organise et vend des produits de voyage à des clients par le biais d'une interface en ligne. Donc, vous faites partie de ces gens-là. Donc, vous, en tant qu'agence de voyage virtuelle ou start-up, vous faites la même chose que les agences de voyage classiques, comme on les disait. Donc, quelle est la différence? Ça, c'est ce que tu avais commencé à... Alors, notre différence, nous les start-up, parce que c'est eux qui nous appellent start-up, hein. Mais moi, sincèrement, je ne sais pas ce que c'est que start-up. Le mot start-up, je l'ai entendu la première fois le 9 octobre 2021, au Lamentin, lorsqu'on faisait la réunion constitutive du bureau du CATS. Alors, on disait que toutes les agences de voyage qui ont tout sauf l'agrément, qui coûte 5 millions, je dis bien qui ont tout sauf l'agrément de 5 millions, on les appelle start-up. Et pourquoi start-up? Parce que tout simplement, ils n'ont pas la licence. Alors que les autres agences de voyage classiques qu'on appelle, bon, pour eux, les agences normales, légales. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont cette licence, cet agrément de 5 millions qui coûte 5 millions, mais ils font nous faisons la même chose que ces agences de voyage-là. Parce que ils ont une page web, nous avons une page web. Ils sont sur TripAdvisor, ou parfois même, il y en a qui ne sont pas sur TripAdvisor. Nous sommes sur TripAdvisor, nous les startups. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Google. Quand je dis Google... Vous êtes référencié, quoi? Non, quand je dis Google, ça veut dire que j'ai une fiche Google. Tout le monde n'a pas cette fiche Google, hein, parce que tu peux avoir la page web sans pour autant avoir une fiche Google, qui te permet aussi d'avoir des avis. Et c'est très important. Donc on a tout cela. La seule différence, c'est que nous n'avons pas l'agrément qui coûte 5 millions. Et ces 5 millions-là, je trouve que c'est exagéré, parce qu'avant c'était 500 000. Pour nous bloquer, ils ont ajouté un zéro, et c'est devenu 5 millions. Et maintenant, ma question, c'est ces 5 millions qui vous différencient avec les agences de voyage classiques, comme on peut dire.
est-ce vraiment l'intérêt pour l'État de vous maintenir dans ce statut-là où il n'y a pas, ça ne vous empêche pas de travailler? Moi, que vous ayez la caution, vous travaillez, que vous n'ayez pas cette caution-là, vous travaillez. C'est ça l'absurdité de l'exigence de cette caution. Parce que déposer 5 millions là-bas, qui ne servent à rien du tout, sincèrement, c'est de l'absurdité. Que l'on ait l'agrément, on travaille. Que l'on n'ait pas l'agrément, on travaille. L'État gagnerait à nous organiser, c'est-à-dire, moi j'ai proposé lors de cette réunion-là, pour au moins permettre à l'État, j'avais dit clairement que l'État gagnerait parce que j'avais proposé une autorisation d'exercer, une autorisation saisonnière, comme les vignettes qui existaient à l'époque. Parce que c'était des vignettes annuelles que les chauffeurs payaient par an. Nous aussi, on demande par exemple 50 000 ou 100 000 francs pour tout agent de voyage qui n'a pas 5 millions, de verser ça aux caisses de l'État. L'État te délivre une autorisation de faire du tourisme, agent de voyage, légal. Au terme de la saison touristique, pour continuer à l'ouverture, à la prochaine ouverture officielle, tu renouvelles, tu payes encore 100 000. Imagine chaque année 100 000, si tous ces startups-là versent 100 000 francs dans les caisses de l'État, c'est de l'argent et ça va être de façon continuelle. Tant que l'agence existe, chaque année, l'État va encaisser de l'argent. Et en plus, ça va limiter les dégâts, la corruption au niveau de la route, avec ceux qui contrôlent les véhicules, parce que c'est le seul papier qu'ils vous demandent. Hein. On a tout, ils savent que ces gens-là n'ont pas cette licence touristique. Mais de part aussi, ça va permettre à l'État de pouvoir avoir un contrôle sur tous ceux qui exercent mais bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Déjà, nous avons le NINEA, nous avons le risque de commerce, nous avons les objets, nous avons tout, hein, tout. Bon, déjà, l'État, il nous connaît parce que toute personne qui a un INEA, l'État peut mettre la main sur. Oui. Donc, maintenant, ce que l'État devrait faire, bon, je ne dis pas ce que l'État devrait faire, mais de toute façon, l'État gagnerait. On ne peut pas, par exemple, c'est une absurdité, on ne peut pas te permettre, en l'espace de, sinon, moins de 48 heures, l'État te permet de créer une entreprise. Pour moins de 100 000 francs, je dis bien. Pour moins de 100 000 francs, tu as le NINEA, tu as le risque de commerce, tu as les objets, tu as tout. Tu as l'entreprise juridiquement légale. Maintenant, on te met un obstacle, après avoir facilité tout cela, on te dit non, maintenant que tu es légal, presque légal juridiquement, maintenant il faut que tu verses 5 millions dans les caisses de l'État pour pouvoir continuer. Alors qu'on dit que c'est pour encourager, par exemple, la création d'entreprises, pour nous encourager à être formels. C'est une absurdité. Je ne vois pas l'intérêt de vouloir encore nous bloquer avec ces 5 millions. Donc si je vous entends bien, l'État pouvait organiser, vous en tant que start-up, comme on vous appelle, vous avez une idée du nombre de start-up qui existent de incommensurable. Personne ne peut... Une centaine ou plus? Non, une centaine, c'est... Il faut dire des milliers. Des milliers. Donc, sinon, des centaines et des centaines. Donc l'État gagnerait en vraiment organiser ces start-up-là en leur demandant peut-être une caution annuelle. Bon, je ne sais pas ce que les agences classiques en pensent, hein, parce que bon, peut-être on ne va pas trop avancer là-dessus, mais au moins vous permettre d'avoir cette liberté d'exercer. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, et comme on le dit souvent, vous allez exercer avec ou sans la licence. Sans la licence. Donc l'État gagnerait en vous donnant un agrément, comme on dit, annuel. Mais si on revient un peu sur ce que vous faites, vous organisez, qu'est-ce que vous faites exactement dans cette agence de voyage, vous en tant que start-up? Moi,
par exemple, mon cas, c'est clair sur la page web, c'est clair sur Facebook, c'est clair sur Instagram, c'est clair sur TripAdvisor, c'est clair sur Google. On fait tout ce que font les gens de voyage, sauf de la billetterie. On n'entre pas dans les histoires de billetterie. Et donc, pourquoi la billetterie, c'est réservé spécialement ou bien c'est... Non, non, parce que la billetterie, ça demande autre chose et c'est un peu compliqué. Donc, du coup, là, au moins, j'aurais compris que l'État nous dise, OK, voilà, là aussi, peut-être, l'État pourrait dire, ceux qui veulent tout simplement faire des excursions, organiser des excursions, des transferts, des circuits, ils peuvent tout simplement payer une autorisation saisonnière de 50 ou de 100 000 francs. Maintenant, si la personne veut faire de la billetterie, là, il va falloir qu'elle fasse ceci, qu'elle remplisse ces conditions et tout cela. Parce que pratiquement tous les startups là que tu vois là pulluler sur la toile ne font pas de la billetterie, hein, parce que la billetterie, c'est un peu compliqué. Ça, on laisse ça aux autres. Il y en a qui font que de la billetterie. Ils ne font ni excursion, ni transfert, ni location de voiture, ni circuit, que de la billetterie. Principalement ceux qui organisent les voyages à la Mecque là. Et vos relations avec les hôtels, parce que d'habitude, tous ces clients qui vous viennent, c'est des clients qui souvent logent à l'hôtel. Et ça, les hôtels, c'est les clients qui les choisissent, ou bien c'est vous qui orientez les clients vers un hôtel. Voilà. Avant, parce que vraiment maintenant le monde a évolué, maintenant ça ne se passe plus. Avant, c'est l'agence même qui choisissait un hôtel pour le client. Il est arrivé, l'agent pouvait choisir un hôtel pour le client, parce que le client ne savait pas, il n'a pas été sur place, peut-être que maintenant comme ça se fait avec l'internet, tout ça, ça n'existait pas. Maintenant avec l'internet, tu peux tout voir, même les chambres, les lits, la piscine, la réception, tout. On peut te faire une vidéo pour que tu aies une idée de l'hôtel, même du restaurant. Et maintenant, de nos jours, tout cela, ça se fait par Internet. Donc, on n'a pas besoin. D'ailleurs, le client, c'est lui qui choisit son propre hôtel en passant par l'Internet. C'est lui qui paye son propre billet d'avion en passant par Internet. Tout ce dont il a besoin, en dehors de ceux qui vendent les packages là, qui incluent les billets d'avion. Parce qu'il y en a qui vendent l'avion aussi, comme le fait. Le all inclusif. En dehors de cela, c'est le client qui choisit lui-même son hôtel et les excursions qu'il fait. Maintenant, une fois choisi son hôtel, il peut choisir les visites avec une autre personne qui n'a rien à voir avec l'hôtel. Et ce choix-là, c'est défini par vous, vos actions que vous faites par rapport au retour des clients. Ah oui. Ou bien le client, il choisit ses excursions en fonction des avis et appréciations qu'il lit sur Internet. Même l'hôtel, le client, il choisit son hôtel en fonction des avis et des commentaires qu'il lit sur Internet. Hein? Il voit l'hôtel Riou, par exemple, malgré qu'il fasse une bonne pub, mais si les avis sont mauvais, les clients n'y vont pas. Hein? Une agence de voyage qui a la licence, qui a tout, si les commentaires sont mauvais, les clients la laissent. Donc, nous, on joue sur ça. Parfois même, nous, les startups, la manière dont on traite les clients pour ne pas les perdre, pour avoir de bons avis, de bons commentaires sur Internet, on se surpasse. On fait jusqu'à faire plus ce que le client a payé. Tout cela pour mieux satisfaire le client. C'est ce qui explique que maintenant, pour avoir des clients, il n'est pas très difficile pour nous parce qu'il suffit de cliquer sur Google pour voir tous les avis des startups, des agences classiques, que vous appelez classiques. Et il y a une chose
que je veux dire. C'est-à-dire, le client, il a souvent envie et il est souvent plus à l'aise s'il rencontre l'interlocuteur avec qui il avait pendant sa préparation, pendant les préparations de ses voyages. Donc d'habitude, les agences classiques, celui qui parle avec toi n'est pas la personne que tu vas rencontrer durant ton séjour. Vous avez absolument raison. Par exemple, je prends toujours l'exemple sur moi. Là, avant de venir, j'ai répondu à un client. Non seulement on s'est parlé par email, on s'est parlé par WhatsApp, et on se verra directement. C'est moi qu'il verra directement. Il ne verra pas l'un ni l'autre. C'est moi qu'il verra directement. Alors que pour une agence classique, peut-être c'est ceux qui sont au bureau. Il va écrire ceux qui sont au bureau et c'est ces gens-là qui vont répondre. Et à l'arrivée, il ne les verra jamais. Jusqu'à son retour. Alors que nous, on est obligé de se montrer. On est obligé de se montrer. Donc là, du coup, le client, ça le rassure. Oui, j'ai parlé avec Lai, il m'a répondu par email, on a parlé par WhatsApp, et là, je l'ai vu physiquement. Quand il rentre, si ça se passe bien, quand il rentre, il va te faire un très bon avis, un très bon commentaire, et même, il va te faire même des recommandations. Et vos rapports avec ces agences classiques-là, et en même temps vos rapports avec les autres, c'est quoi? C'est des rapports huilés ou bien c'est quel rapport vous avez avec? Parce que vous rencontrez souvent sur le terrain. Oui. J'avoue très sincèrement qu'il y a certains agents de voyage, pas tout le temps, parce qu'on se connaît tous. Il y en a qui sont très jaloux de nous, sous simple prétexte que jusqu'à présent, on n'a pas versé les 5 millions pour avoir la licence. Mais par contre, pour la majorité, bon, ben, on était ensemble avant comme employés de ces gens-là. Maintenant, bon nombre se sont frayés leur propre chemin, donc ont créé leur propre agence. Et les autres sont restés avec les gens. Et on se rencontre dans les hôtels comme avant. Aucun problème. Aucun problème. Et quels sont vos pays, les pays dans lesquels vous ciblez par rapport à votre clientèle? Vous êtes un peu... vous lancez vos avis et vos propositions et vous attendez. Nous sommes sur la toile, nous sommes sur les réseaux sociaux et nous avons nos réseaux aussi de clients qui nous fassent des recommandations. Nous n'avons pas de pays spécial, non. Les pays émetteurs? Moi par exemple, j'ai toutes les nationalités, brésilienne, américaine, de Dubaï, Turquie, même les pays africains qui travaillent beaucoup avec le WhatsApp. Ces pays africains-là, ils attendent à 24 heures de leur arrivée, ils te contactent par WhatsApp. Ils ne te contactent jamais par email, à part les entreprises africaines. Par exemple, comme le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Si c'est une entreprise avec des employés, ça passe par email. Et après, ça continue avec WhatsApp. Un message à nos autorités par rapport à vous, votre statut. Quel est le message que vous allez lancer à nos autorités? Comme je l'avais dit au Lamentin Beach, il y avait le représentant du ministère du Tourisme. J'avais proposé de faciliter, puisque eux-mêmes, l'État même, facilite les gens pour créer leur propre entreprise. Je disais tantôt qu'en l'espace de 48 heures, tu as tous les papiers juridiques. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on te facilite la création de l'entreprise et après, on te rend difficile l'exercice. Donc, l'État gagnerait à faciliter, non seulement à faciliter la création d'entreprises, mais à faciliter l'exercice des activités de cette même entreprise. En faisant quoi?
en permettant à tous ces startups-là, parce que aussi il faut reconnaître que parfois il y en a qui, moi je suis là aujourd'hui comme startup, mais rien ne me dit que demain, dans 2 ans, 3 ans, je vais continuer dans ce domaine-là. Donc pourquoi m'obliger à verser 5 millions comme ça, alors que je ne suis même pas sûr? Prenons l'exemple, toutes les agences qui ont fermé là, SVT, Couleur d'Afrique, Africa, pour ne citer que ces 3. Toutes ces gens-là avaient des licences, et maintenant cet argent-là, ça passe où? Et maintenant, vous faites des agences. Par exemple, on prend votre cas. Après l'arrivée des clients, oui. Combien de personnes vous faites travailler dans vos circuits jusqu'au retour? Voilà, intéressant. Toutes les personnes qu'une agence classique, je veux dire, qui a la licence, fait intervenir, toutes les personnes que ces agents-là font intervenir, nous aussi, nous faisons la même chose. Nous employons des guides, nous passons par ces mêmes restaurants, nous passons par ces mêmes hôtels, nous louons, eux ils louent aussi les véhicules là. Nous aussi nous louons ces véhicules là. Pour ceux qui n'ont pas un parc qui satisfait, un parc qui est capable de gérer toute la clientèle. D'ailleurs, je n'en vois pas. Une agence de voyage qui ne loue pas, j'en vois pas. C'est pour ça que la location marche très bien. Donc, on fait travailler tout le monde, même ceux qui vendent des objets d'art là. On fait travailler tout le monde. Je te dis que la seule différence, c'est cette licence. Donc, au bout du compte, la licence, elle n'a même pas sa raison d'être. Parce que cette agence de voyage qui a la licence ne fait pas plus ou mieux que nous, les startups. Non, il n'y a pas autre chose que... Non, exact, parfois même, le boulot là, nous, on peut le faire mieux que ces gens-là. Parce que nous, il y va de notre vie presque, de notre survie. On n'a que ça. Donc, on est obligé de bien traiter le client. Parce que maintenant, de nos jours, on sait qu'un client, il peut te rendre la vie difficile, il peut te briser l'affaire avec l'Internet. Un simple commentaire de 3 phrases, tu es foutu. Une dernière question. Est-ce que vous, ces startups-là, qui faites la même chose, est-ce que vous avez pensé à vous regrouper autour d'une association des startups agissant dans ces voyages-là, dans ce secteur touristique-là, pour avoir une force beaucoup plus unie pour pouvoir affronter, je ne dirais pas affronter, mais aller vers l'État et lui dire vraiment ce que vous faites pour ce pays. Parce que je vois que il y en a de ces startups-là qui drainent beaucoup de touristes. Beaucoup. Et ça aussi, qu'on ne le veuille pas, ça fait travailler toute cette chaîne de valeur-là, que ça soit de l'aéroport en passant par les hôtels, les excursions et tout ça. Donc, vous avez un rôle vraiment très important dans ce secteur touristique. Donc, est-ce que vous avez pensé à ça? Personnellement, j'avoue que l'idée est bonne. Mais qui va avoir l'initiative de faire comme ce que Awa Gueye, par exemple, bon, on va vous organiser, mais depuis, bon, sincèrement, c'est vrai que si on s'était organisé, nous, des startups, parce que c'est eux qui nous appellent startups, pour mieux lutter pour nos propres intérêts, peut-être, ce serait mieux. Mais qui va le faire? Peut-être vous qui va le faire? Cette initiative, bien, bon, parce que c'est une question de volonté, et vraiment de communication, essayer de voir parmi vous, parce qu'il y en a 2, 3 qui se connaissent, et ces 3-là, peut-être pour connaître d'autres, et au fur et à mesure, ça peut, parce que aussi, c'est pas trop intéressant de travailler comme tout ça, seul. Et surtout, travailler avec des étrangers qui viennent, et des fois, les policiers vous arrêtent en vous disant que vous n'avez pas d'autorisation. Tu vois ce que ça fait pour un touriste qui vient et qui paye tout, qui est avec une agence, une start-up, qui
vient devant un policier qui te dit que tu n'as pas l'autorisation, ça peut casser le moral des touristes ou bien. Ça, on a l'habitude de gérer ça. Non. D'ailleurs, eux-mêmes, ils le savent. Ils ne vont jamais te dire, tu n'as pas la licence devant tes clients. Non, parce que ils savent. Non, ils ne le diront jamais. Ils ne le diront jamais. Mais j'avoue que ce serait bien de nous organiser pour mieux savoir à l'État que nous sommes là et que nous devons continuer de rester là et que ce que demande maintenant le tourisme, ce n'est pas ce qui se faisait il y a 20 ans. Avec l'avènement de l'Internet et tous ces réseaux sociaux-là, il faut vraiment que les gens changent les textes, facilitent les choses. Sinon, il n'y a que l'État qui perd parce que avec Internet, tu restes chez toi. D'ailleurs, pour ton information, il y a même en Europe, par exemple, il y a des entreprises qui n'ont pas de bureau. Hein. Tout se fait sur son ordinateur. Pourquoi aller louer des locaux alors que ça ne sert à rien du tout, ces locaux-là? Avec le téléphone, un ordinateur, ça suffit largement. Tu n'as pas de papier, tu n'écris pas pratiquement. Tout se fait par la machine, avec la machine. Hein? D'ailleurs, c'est pour ça que les gens, ils ont moins d'employés maintenant. Parce que tout se fait par Internet, par la machine. Avec le téléphone, tu fais beaucoup de choses. Ok, Monsieur Malik Sabali, votre dernier mot avant la fin de cette émission. Je vous encourage dans cette initiative. Ce que vous venez de faire là, je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là. Peut-être qu'un jour, les autorités se rendront compte de l'importance de ce que vous faites, parce que là, vous essayez de sensibiliser l'État pour qu'il soit conscient que les textes d'antan doivent être changés et adaptés au moment actuel, aux réalités actuelles, notamment pour ce qui est de cette licence qui constitue un blocage, alors que tout le reste est facilité. Il n'y a que la licence qui complique la chose. Donc, et ça leur permettrait aussi de gagner, de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État chaque saison touristique. Chaque saison touristique. Ce qui pourrait participer à la promotion de la destination. Exactement. Merci encore, M. Malik Sabali. Vraiment, c'était un plaisir de vous avoir sur nos plateaux et échanger avec vous sur ce thème qui est tellement important. Nous remercions encore et vous disons à très bientôt et bonne chance sur vos activités. Chers amis qui nous suivent sur e-Tourisme TV, c'était tout pour votre émission Parlons Tourisme. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt.